À mon mariage, mes beaux-parents ont humilié ma fille de 6 ans devant sans s'être invitée. Tu n'es pas une fille. Tu es le regret de maman. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ma belle-sœur était d'accord. Mon fiancé ne l'était pas. Il s'est levé, et a dit ceci. Sa mère a lâché sa fourchette. Son père est devenu livide. Les mariages sont censés commencer avec des papillons dans le ventre. Le mien a commencé par une menace. Pas une menace évidente. Pas le genre qui arrive avec des sirènes, de la fumée, ou quelqu'un qui crie « Appelez le 911 ». Non, le mien a commencé par un sourire. Le genre que l'on ne voit que chez les gens qui peuvent détruire votre vie, sans jamais élever la voix. Je suis entré dans ma propre réception, main dans la main avec ma fille Ivy, encore à moitié convaincue que je rêvais. Elle ressemblait à un petit ange des bois que quelqu'un aurait parachuté dans une salle d'exposition de lustre. Sa robe avait un nœud si grand qu'il n'arrêtait pas de pivoter, comme s'il essayait de faire tourner son âme entière. Elle a serré mes doigts. Maman, a-t-elle chuchoté. Tout le monde nous regarde. Il regarde parce que tu es magnifique, ai-je chuchoté en retour. C'était à moitié vrai. Il regardait parce qu'elle était à moi, et parce que mes nouveaux beaux-parents ne m'avaient jamais tout à fait pardonné d'être arrivé dans la vie de leur fils avec un enfant déjà attaché, comme si je m'étais présenté à un gala avec un sac à dos rempli de collations. Je les ai repérés à la table d'honneur, Véronica et Henri, souriant comme si nous étions tous des figurants dans leur séance photo personnelle. Sophie, leur fille, se prélassait à côté d'eux dans une robe qui pourrait financer un petit musée d'art. Elle a levé son verre vers moi, d'une manière qui disait « Félicitations, courageuse petite pauvresse ». Mon mari. Waouh. Marie. Daniel a serré ma main une fois de plus avant d'être emmené pour des photos. Je l'ai regardé partir, ressentant cet amour stupide et grandissant auquel je n'étais pas encore habitué. Puis j'ai baissé les yeux vers Ivy. Ses yeux parcouraient la pièce, comme si elle attendait que quelqu'un lui dise qu'elle se tenait au mauvais endroit. Ça va aller, ai-je murmuré. C'est juste une fête, a-t-elle hoché la tête, incertaine. J'aurais dû savoir que la soirée était sur le point d'exploser juste là. Mais au lieu de cela, j'ai fait ce que j'ai fait toute ma vie d'adulte, j'ai prétendu que tout allait bien, et j'ai espéré que personne ne saignerait. Véronica s'est levée. Elle a tapoté sa coupe de champagne. Si l'effroi avait un son, ce serait exactement celui-là, poli, courtois, et impossible à fuir. Tout le monde, a-t-elle trié, souriant à la foule de parents éloignés et de demi-inconnus. En tant que mère du marié, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Ces discours étaient toujours des couteaux déguisés en étiquette. Nous sommes, bien sûr, ravis pour Daniel, a-t-elle continué, posant une main sur l'épaule de son fils comme si elle l'avait sculpté elle-même. Il a toujours fait des choix inattendus, mais il a suivi son cœur, et c'est ce qui compte. Les gens ont souri poliment. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Quand il nous a parlé de Cara, a-t-elle dit, tournant son regard vers moi sans aucune chaleur. Nous avons été surpris. Elle n'était pas le genre de partenaire que nous imaginions pour lui, pas le chemin de vie que nous avions en tête. Ma gorge s'est serrée. Et quand nous avons réalisé que son avenir inclurait des responsabilités supplémentaires, a-t-elle ajouté, ses yeux glissant ostensiblement vers Ivy, nous avons dû faire confiance à Daniel pour savoir dans quoi il s'embarquait. Ivy s'est figée près de la table. Elle ne comprenait pas les mots exacts, mais elle comprenait qu'on parlait d'elle comme si elle n'était pas dans la pièce. Henri a hoché la tête à côté de Véronica, un hochement lent et approbateur, comme si elle lisait un scénario qu'il avait écrit. Sophie n'a pas hoché la tête. Elle a juste souri en coin dans son champagne. Un petit sourire satisfait qui disait, enfin, quelqu'un le dit à haute voix. Véronica a continué doucement, souriant comme si rien n'allait mal. Certains hommes prennent la voie traditionnelle. Commencer à neuf. Construire à partir de zéro. Daniel a choisi un début plus compliqué, mais il a toujours aimé les défis. Une onde sourde a traversé les invités. Le genre d'onde qui dit que tout le monde a entendu, tout le monde a compris, et personne ne sait où regarder maintenant. Et donc, a-t-elle conclu en levant son verre. À Daniel, qui embrasse toujours ce que la vie place sur son chemin. Pas qui la vie a placé sur son chemin. Ce que. Le toast s'est terminé par des applaudissements raides et inconfortables.
Les gens ont fait teinter leur verre parce que c'est ce que font les gens quand ils ne savent pas comment réagir à la cruauté emballée dans du cristal. Le quatuor s'est précipité pour recommencer à jouer, comme si la musique pouvait réparer ce qui venait de se briser. À l'intérieur, je voulais renverser la table entière. À l'extérieur, j'ai souri. Ivy, elle chuchotait en m'agenouillant près d'elle. Tu es parfaite. Elle fixait ses chaussures. Maman, a-t-elle chuchoté. Est-ce que je suis la chose qu'elle a dite? La responsabilité? Ma poitrine s'est fendue. Non, ai-je dit. Tu es la meilleure partie de tout. Mais elle n'a pas levé la tête. Elle ne me croyait pas. Je pouvais le voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose bouger sous ma peau. La certitude silencieuse et furieuse que ce n'était pas fini, qu'ils pensaient chaque mot, et qu'ils avaient attendu des années pour les dire. La nuit est devenue floue. Photos, danse, conversation forcée. Mais je ne pouvais pas sortir l'expression d'Ivy de ma tête. Puis, quelque temps après le dessert, j'ai réalisé qu'Ivy n'était pas à côté de moi. Son assiette, une demi-part de gâteau, était abandonnée sur la table. Mon pouls a grimpé en flèche. J'ai scanné la piste de danse, la table des cadeaux, le couloir, et puis je l'ai vue près d'un coin tranquille, se tenant très immobile. Véronica était avec elle, ajustant sa robe, la regardant de haut avec un sourire, comme si elle avait trouvé une tâche qu'elle devait effacer. J'ai commencé à marcher vers elle. Encore trop loin, encore trop lent. C'est mieux, a murmuré Véronica. Tu veux avoir l'air bien quand tu es entouré de gens comme ça. Ivy n'a pas répondu. Elle avait l'air légèrement nauséeuse. Véronica a baissé la voix, se penchant juste un peu plus près. Tu sais, chérie. Son ton s'est adouci, chaud comme une couverture avec laquelle quelqu'un aurait l'intention de vous étouffer. Tu n'es pas vraiment une fille ici. Tu es le regret de maman. Mon cœur s'est arrêté. Je ne respirais plus. Je ne suis même pas sûr d'avoir cligné des yeux. Le visage d'Ivy s'est effondré. Confusion. Honte. Quelque chose de tranchant pour lequel elle n'avait pas de mots. J'ai ouvert la bouche, mais quelqu'un d'autre est arrivé le premier. Qu'est-ce que tu viens de dire? Daniel. Il était derrière moi. Non, à côté de moi, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers une autre personne vivante. Véronica s'est redressée, le masque se relevant instantanément. Chérie, ne sois pas ridicule, a-t-elle dit légèrement. J'étais simplement. Non, a-t-il dit. Arrête. Son sourire a vacillé. Il s'est interposé entre elle et Ivy. Dis-le encore. Daniel, a-t-elle sifflé. Pas ici. Tu l'as déjà fait ici. Henri est apparu trop tard, le visage se crispant alors qu'il assimilait la scène. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Daniel ne l'a pas regardé. Il n'a regardé personne d'autre que sa mère. Tu as dit à une enfant de 6 ans qu'elle n'est pas une fille. Il a dit, tu lui as dit qu'elle est un regret. Il y a eu une onde autour de nous. Des hoquets de surprise, des chuchotements, des fourchettes frappant des assiettes. Le visage de Véronica est devenu blanc comme un drap. Je n'ai pas. Elle a mal compris. Cara exagère toujours. Je t'ai entendu, a dit Daniel. Sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Il s'est tourné, a marché droit vers le centre de la réception, et a pris le micro le plus proche. Les gens se sont tournés, la musique est morte, les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. J'ai senti mon cœur marteler contre mes côtes. Ce n'était pas prévu, a dit Daniel, la voix stable. Mais j'ai besoin que tout le monde entende ça. Véronica s'est figée dans l'encadrement de la porte. Ma fille a été insultée ce soir, a-t-il dit. Par ma propre mère. Une onde a traversé la foule comme une vague de chaleur. Elle a dit à Ivy qu'elle n'est pas une fille, a-t-il continué. Elle lui a dit qu'elle est le regret de maman. Silence. Un silence complet et douloureux. Laissez-moi être très clair, a-t-il dit. Ivy est ma famille. Si quelqu'un, n'importe qui, ne peut pas accepter cela, il n'est pas le bienvenu dans nos vies. Pas maintenant. Pas jamais. Quelqu'un a laissé tomber un verre.
Le visage de Sophie est devenu rouge vif. Henri avait l'air de quelqu'un qu'on aurait débranché de la réalité. « Maman, papa » a dit Daniel. « Vous devez partir. » La voix de Véronica s'est brisée. Daniel n'ose pas. Mais il n'écoutait pas. Il est revenu vers moi, vers Ivy. « Allons-y » a-t-il dit doucement. Et juste comme ça, nous sommes sortis de mon mariage. Sans courir, sans pleurer, juste en marchant hors d'une pièce pleine de gens qui voyaient enfin ce que j'avais essayé de ne pas admettre. Ce n'était pas fini. Pas même proche. Et quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas prête pour ça. Mais eux, ils l'étaient. Si vous voulez savoir comment je me suis retrouvée debout à mon mariage, à regarder ma fille de 6 ans se faire émotionnellement éviscérer devant cette personne, nous devons revenir un peu en arrière. Pas loin, juste assez loin pour me rappeler que je n'ai pas toujours été aussi stable, aussi sûre, cette femme qui est sortie d'une salle de bal en tenant sa fille comme un bouclier. Avant Daniel, il y avait Marc. Si vous n'êtes jamais sorti avec un homme capable de charmer tout votre groupe d'amis tout en mettant simultanément le feu à sa propre vie, considérez-vous comme béni. Marc était beau, drôle, et ce genre de fauché qui semble romantique quand on a 22 ans et qu'on carbure à la caféine et aux illusions. Nous étions à l'université. Nous partagions des plats à emporter tard le soir, le stress, et les rêves. Puis 2 lignes roses sont apparues, et la réalité m'a frappé comme un piano qui tombe du ciel. Il a dit qu'il était prêt, puis a dit qu'il était juste stressé, puis n'a rien dit du tout parce qu'il était ivre mort sur le canapé. Le truc, quand on aime quelqu'un qui se noie, c'est qu'on commence à inhaler de l'eau aussi. La nuit où il a failli laisser tomber Ivy nouveau-né parce qu'il ne pouvait pas se tenir droit. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai fait un sac, j'ai mis mon bébé de 3 mois dans le siège auto, et je suis parti avant le lever du soleil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. La bataille pour la garde n'a pas été une bataille. C'était une formalité administrative. Le juge a regardé les tests manqués, l'incident de police, l'absence de toute preuve qu'il se souvenait de l'existence d'Ivy, et m'a accordé la garde complète sans cligner des yeux. Et puis Marc a disparu. Pas d'appel, pas de visite. Pas même un joyeux anniversaire gamine griffonné sur une carte de station-service. Donc, c'était moi et Ivy contre le monde. J'ai cumulé 3 emplois à la fois. Babysitting, assistante administrative à temps partiel, tout ce qui payait assez pour garder la lumière allumée. J'ai appris que l'épuisement peut sembler spirituel quand il s'agit de protéger quelqu'un de petit. Les gens adorent la phrase « les mères célibataires sont des super-héroïnes », mais tout ce que cela signifie vraiment, c'est « nous ne savons pas comment vous faites pour survivre, mais bonne chance ». Finalement, j'ai décroché un emploi à temps plein dans une entreprise qui avait plus de murs en verre que d'employés. J'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai travaillé tard. J'ai ramené des restes de collation des salles de conférence à la maison, comme si je pillais un garde-manger conçu par un raton laveur milliardaire. Et c'est là que j'ai rencontré Daniel. Il n'était pas l'héritier brillant et arrogant dont les gens chuchotaient le nom. Il était le gars qui m'a apporté le mauvais café pendant 3 jours d'affilée avant d'admettre qu'il avait été trop nerveux pour demander ce que j'aimais. Il était drôle de cette façon calme qui vous surprend. Il écoutait. Il était présent. La première fois qu'il a rencontré Ivy, c'était un accident. J'avais été obligé de la mener au travail quand sa garderie a fermé plus tôt. Elle était assise sous mon bureau avec un livre de coloriage, silencieuse et sérieuse. Daniel s'est accroupi à côté d'elle, la cravate de travers, les yeux fatigués mais doux. « Qu'est-ce que tu dessines ?» a-t-il demandé. « Des chats » a-t-elle dit. « Combien ?» a-t-il demandé. Elle a haussé les épaules. Tous. Tous les chats? Il a souri. C'est un plan solide. Elle l'a regardé comme s'il venait de réussir un test qu'elle ne savait pas qu'elle lui faisait passer. Ce n'était pas un moment Disney, mais c'était réel, doux, non forcé. C'est là que j'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, la vie pourrait être bonne à nouveau. Puis est venue la partie pour laquelle personne ne vous prépare, rencontrer les parents de votre nouveau partenaire quand vous venez avec un enfant et un passé. Daniel nous a conduites chez ses parents. Un manoir avec une pelouse si parfaite qu'on aurait dit qu'elle retenait son souffle. Rappelle-toi, a-t-il prévenu, ils sont très particuliers. Traduction, ils pensent que leurs meubles ont une valeur nette plus élevée que la plupart des gens.
Véronica a ouvert la porte avec un sourire si poli que je pouvais y voir ma future anxiété. Cara, a-t-elle dit, me regardant de haut en bas comme si elle scannait une violation du code vestimentaire. Tu as l'air différente de ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous, ai-je demandé avant que mon cerveau ne puisse m'arrêter. Quelque chose a vacillé dans son expression. Un peu plus entreprise, a-t-elle dit. Mais c'est charmant. Henri m'a serré la main comme si je postulais pour un emploi qu'il ne voulait pas que j'obtienne. Puis est venu le premier vrai coup de poing. Et tu as une fille, a-t-il dit à Daniel. D'une relation précédente. Pas dit à moi, dit à propos de moi, juste devant moi. La mâchoire de Daniel a tressailli. Véronica a souri gentiment. Le pire type de sourire. C'est admirable, m'a-t-elle dit. Vraiment, les mères célibataires doivent travailler si dur. J'ai mordu ma langue pour ne pas dire quelque chose d'illégal. Le dîner a été pire. Alors, donc, a dit Henri nonchalamment, coupant son steak. Tu aurais pu avoir n'importe qui, mais tu as choisi quelqu'un qui a déjà fait la partie difficile pour quelqu'un d'autre. Daniel a posé sa fourchette avec une grâce silencieuse et dangereuse. Papa, quoi? C'est juste une question, a dit Henri. C'était un avertissement. Je ne savais juste pas encore à quel point il serait bruyant. Ils ont rencontré Ivy quelques semaines plus tard. Véronica est entrée dans notre petit appartement comme si elle visitait un site historique. Oh, c'est douillet. Ivy s'est cachée derrière ma jambe, serrant sa girafe en peluche. Véronica s'est agenouillée. Alors, c'est Ivy, a-t-elle dit. Comme c'est mignon. Tu dois te sentir très chanceuse d'être ici. Ivy a cligné des yeux. Elle ne savait pas encore ce que signifiait être chanceuse, mais elle comprenait le ton. Sophie rôdait derrière eux, faisant défiler son téléphone. Elle est calme, a-t-elle noté. Je pensais qu'elle serait plus active. Elle est timide, ai-je dit. Sophie a haussé les épaules comme si elle avait résolu un petit mystère. Après leur départ, Ivy a rampé sur mes genoux et a demandé, « Maman, est-ce que je suis chanceuse d'aller là-bas, ou est-ce que je suis juste en visite ?» Il m'a fallu toute ma force pour ne pas pleurer. Les anniversaires et les fêtes allaient et venaient. Sophie recevait des bijoux et des journées au spa. Ivy recevait des pulls, des puzzles, et une leçon sur la gratitude. Véronica faisait des commentaires sur l'exposition à de plus belles choses et l'élargissement des horizons. Ivy rétrécissait un peu plus à chaque fois. Daniel a essayé. Il a vraiment essayé. Ils ne le pensent pas vraiment, disait-il. Ils sont juste vieux jeux. Être vieux jeu, c'est appeler le dîner au souper. Ça, c'était tout autre chose. Et chaque fois qu'Ivy chuchotait une nouvelle insécurité silencieuse à maman, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que j'ai ma place là-bas? Une nouvelle fissure se formait en moi. Quand Daniel a fait sa demande, ce n'était pas sur une plage ou dans un restaurant chic. C'était à ma table de cuisine, avec Ivy qui regardait attentivement. Il lui a demandé en premier. « Est-ce que je peux épouser ta maman ?» a-t-il dit. « Est-ce que tu liras encore les histoires du soir ?» a-t-elle demandé. « Tous les soirs ?» a-t-il dit. « D'accord » a-t-elle dit. « Alors oui. » Cela aurait dû être parfait, mais ses parents ont réagi comme s'il avait annoncé que nous organisions le mariage dans une station-service. Véronica a applaudi un peu trop raidement. « Charmant » a-t-elle dit. « Nous devrons juste nous assurer que tout est approprié. » Ils ont insisté pour un grand mariage. Ils ont insisté pour qu'Ivy ait un petit rôle ou pour ne pas être submergée. Ils ont suggéré qu'elle s'assoie avec une nounou. Daniel a refusé net. Elle se tient avec nous. La tension mijotait. Avec le recul, le mariage n'était pas une surprise. C'était le final inévitable d'une histoire que je n'avais pas voulu admettre que nous vivions. Ils avaient passé des années à essayer de me faire sentir que je n'étais pas à ma place. Au mariage, ils ont finalement visé la cible la plus facile, ma fille. Et c'est à ce moment-là que tout s'est brisé. Le moment où j'ai réalisé qu'il n'allait jamais s'arrêter, et qu'il n'avait même pas encore commencé. Le lendemain matin du mariage ressemblait à un réveil après un ouragan. Un de ces matins calmes et étranges où le ciel est trop bleu et où rien ne semble encore réel. J'ai ouvert les yeux au son d'un petit reniflement. Ivy était recroquevillée au pied de notre lit, les genoux rentrés sous le menton,
serrant sa girafe en peluche comme si c'était la seule chose solide dans l'univers. Maman, a-t-elle chuchoté. Est-ce que grand-mère est fâchée contre moi? La question m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Daniel s'est assis à côté de moi, se frottant le visage à deux mains comme s'il essayait de frotter toute la nuit précédente de sa peau. Il avait l'air anéanti. Nous l'étions tous les deux. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Elle a hésité. Alors pourquoi a-t-elle dit que je suis un reg? C'est quoi ce mot encore? Rien que tu ne devras jamais être, ai-je dit rapidement. Elle a hoché la tête, mais ses yeux me disaient qu'elle ne le croyait pas encore. Nous nous sommes habillés en silence, l'air épais d'épuisement et de quelque chose que je ne voulais pas nommer. La peur. Pas pour nous, pour elle. Pour la petite fissure qu'ils avaient réussi à mettre en elle. Nous avions claqué la porte au nez de ses parents la nuit dernière. Nous pensions tous les deux que cela signifiait quelque chose. Spoiler, ça ne signifiait rien. Les gens adorent le drame jusqu'à ce qu'ils doivent s'asseoir à côté. Dès le lundi, des murmures flottaient dans chaque pièce où j'entrais. Non pas que quelqu'un me dise quoi que ce soit directement. Non, non, c'était le genre de commérage poli. Le genre que les gens chuchotent derrière des dossiers et dans les couloirs avec la subtilité d'adolescents. J'ai entendu dire qu'elle a dit à la petite qu'elle n'était pas une fille. J'ai entendu dire qu'il les a mis dehors. J'ai entendu dire qu'elle a crié. Je n'ai pas crié, pour info. C'était pire. J'ai ravalé chaque mot. Daniel continuait de recevoir des messages qu'il ignorait, puis des messages qu'il ne pouvait pas ignorer. Puis des messages de gens qui prétendaient prendre des nouvelles mais qui venaient visiblement à la pêche aux infos. Ses parents, par contre. Silence. Un genre de silence dangereux. Le genre que les prédateurs utilisent quand ils décident quoi mordre ensuite. Il a fallu environ une semaine pour que la nouvelle officielle tombe. Je savais que quelque chose arrivait quand j'ai vu Daniel franchir la porte d'entrée un soir, l'air vide, comme si quelqu'un avait vidé toute sa certitude et l'avait remplacé par quelque chose de tranchant. Il n'a rien dit au début, il s'est juste assis à la table à manger, la tête dans les mains. Quelqu'un est mort, ai-je dit légèrement, parce que l'humour est le seul mécanisme d'adaptation que je n'ai pas eu à mettre en thérapie. Presque, a-t-il marmonné. Je me suis assise en face de lui. D'accord, dis-moi. Il a levé les yeux, les bords rougis. Ils sont dehors, a-t-il dit. Dehors où? Il a expiré. De leurs emplois. J'ai cligné des yeux. Tu plaisantes. Non. J'ai pressé mes paumes à plat sur la table. Comment? Réunion d'urgence, a-t-il dit. Après le mariage. À cause de ce qu'ils ont dit à Ivy, ai-je demandé. Parce que tout le monde a vu, a-t-il dit. Des gens qui comptent. Des gens qui ne peuvent pas ignorer ce qu'ils ont vu. Il a passé une main dans ses cheveux. Et parce qu'il dérapait depuis un moment, mais ça, c'était la goutte d'eau. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien fait à part rester assise là et essayer de respirer normalement pendant que le monde basculait un peu. Et toi, ai-je demandé. Il a ri, mais on aurait dit que ça lui faisait mal. Ils m'ont offert le poste. Celui de ton père? Il a hoché la tête. Oh. Oh. Je ne savais pas si je devais le serrer dans mes bras, me verser un verre, ou demander s'il allait bien. Ou les trois. Comment te sens-tu, ai-je demandé. J'ai l'impression que quelqu'un a laissé tomber un trône sur mes genoux, a-t-il dit. Et qu'il y a ensuite mis le feu. Ça a l'air sain, ai-je dit. Il n'a pas souri. Ils vont te blâmer, a-t-il dit finalement. Tous les deux. Je sais. Ma voix ne tremblait pas, mais mon estomac, si. Et ils vont blâmer Ivy, a-t-il ajouté, à peine au-dessus d'un murmure. 2 jours plus tard, ils sont venus chez nous. Pas d'avertissement, pas d'appel, juste la sonnette poignardée à plusieurs reprises jusqu'à ce que Daniel réponde, ressemblant à un homme marchant dans une embuscade. Henri l'a bousculé en premier. Véronica a suivi, le visage raide comme si elle s'était entraînée à pleurer et n'arrivait pas à faire coopérer les larmes. Je me tenais dans le salon, et je jure que pendant une seconde, on aurait dit que la température avait chuté. C'est ton œuvre. Henri a claqué vers Daniel. Tout ça.
Tu nous as embarrassés, a dit Véronica, me pointant du doigt comme si j'étais le raton laveur qui avait renversé sa poubelle. Tu as fait une scène. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Et maintenant ils nous ont tout pris. Daniel n'a pas bronché. Je ne vous ai pas obligé à dire ce que vous avez dit. C'était un malentendu, a-t-elle crié. À une enfant de 6 ans, a-t-il riposté. Henri s'est avancé. Tu vas aller les voir, a-t-il dit. Tu vas réparer ça. Tu vas leur dire que ta femme t'a manipulé. La voix de Daniel a coupé comme un fouet. Non. Tu nous dois ça, a grogné Henri. Je dois plus à Ivy, a dit Daniel. Le silence qui a suivi aurait pu fissurer les murs. La voix de Véronica est tombée dans quelque chose de laid. Si tu ne répares pas ça, tu as fini avec nous. Pas d'héritage, pas de famille, rien. Daniel a ri. Il a ri pour de vrai. C'était court et amer, et ça ressemblait à quelque chose qui claquait. Gardez-le, a-t-il dit. Si l'argent compte autant pour vous, gardez chaque centime. Pendant un moment, personne n'a respiré. Puis Henri s'est tourné vers moi. C'est ta faute, a-t-il dit. Tu l'as traîné à ton niveau. Mon niveau, ai-je dit. Vous voulez dire un niveau où les enfants ne reçoivent pas de coups de pied verbaux dans l'estomac. Il s'est approché, sans me toucher, mais assez près pour que je sente le savon coûteux qu'il utilisait pour se laver de sa culpabilité. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, a-t-il dit. C'était là. La vérité qu'il portait sous toute cette indignation. Pas de chagrin, pas de regret. Une menace. Daniel s'est interposé entre nous si vite que je l'ai à peine vu bouger. Cette conversation est terminée, a-t-il dit. Partez. Véronica a inspiré brusquement. Tu vas regretter ça, a-t-elle chuchoté. Ivy se tenait dans le couloir derrière nous, tenant sa girafe en peluche et regardant ses grands-parents comme s'ils étaient des étrangers. Daniel a fermé la porte à leur nez. Verrou. Clic. Silence. Ivy s'est avancée à pas feutrés. Sa voix était douce. Est-ce qu'ils reviennent? Non, ai-je dit. Je voulais que ce soit vrai. Je voulais croire que perdre leur poste les ferait enfin taire. Elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Daniel s'est appuyé contre la porte comme s'il pouvait retenir le monde avec ses épaules. J'ai touché son bras. Ça va, ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. Il n'allait pas bien. Aucun de nous n'allait bien. Parce que même si leurs emplois avaient disparu, leur pouvoir avait disparu, leur image publique était fissurée. Le regard qu'Henri m'avait lancé restait logé sous ma peau comme une épine. Il disait, ce n'est pas fini. Et le pire, c'est que je le croyais. Parce que les gens comme eux ne disparaissent pas. Ils se regroupent. Et ils visent toujours le point faible, ce qui dans notre cas signifiait Ivy. Je ne savais pas encore comment, ou quand, ou quelle forme cela prendrait, mais je pouvais le sentir venir. Comme le tonnerre sous le plancher. Je pensais que perdre leur poste les dompterait. Spoiler, ça ne l'a pas fait. Certaines personnes perdent le pouvoir et apprennent l'humilité. Henri et Véronica ont perdu le pouvoir et sont immédiatement allés acheter de nouvelles armes. Le premier signe a été une lettre qui m'était adressée avec une confiance alarmante, le genre d'enveloppe qui semble devoir être livrée avec une bande originale. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine pendant qu'Ivy dessinait un chat à 6 pattes, parce que plus de pattes signifie plus de câlins. J'étais à moitié en train d'admirer son chef-d'œuvre animalier extraterrestre quand mes yeux ont frappé le mot Hogarth. Mon estomac a touché le sol. Daniel, ai-je dit, la voix trop calme pour être réelle. Il est entré, a vu mon visage, et s'est immobilisé. Mauvais? J'ai glissé les papiers vers lui. Pire, a-t-il lu, cligné des yeux, et juré dans sa barbe. C'est de Marc, a-t-il dit. Il demande la garde partagée. J'ai ri, un rire tranchant et sans humour. Il ne peut même pas gérer sa propre garde. Il ne l'a pas vu depuis 6 ans, a dit Daniel. Comment est-il soudainement inquiet pour son bien-être? Je n'ai pas eu à répondre. Mon téléphone a vibré. Messagerie vocale. Je l'ai écouté. Et, Cara. Une voix pâteuse. Marc. Alors,
j'ai rencontré des gens. Ils ont dit que je devrais m'impliquer, tu sais, être un père. Ils m'aident à avoir un avocat. On se parle bientôt. Clic. Daniel a fixé le téléphone. Des gens, a-t-il répété. Ouais, ai-je dit. Je me demande qui. Le silence dans notre cuisine était assez épais pour être étalé sur une tartine. Le coup suivant est arrivé 3 jours plus tard. Un coup à la porte. Poli, professionnel, mortel. Bonjour, a dit la femme en montrant un badge. Je suis des services de protection de l'enfance, CPS. Nous avons reçu un signalement. Je jure que mon cœur s'est arrêté. Ivy a jeté un coup d'œil au coin du mur. Maman, c'est qui? Tout va bien, ai-je dit rapidement, même si ce n'était même pas dans le voisinage de bien. La dame du CPS est entrée. Le presse-papier prêt à juger toute ma maternité en fonction de l'emplacement de mes coussins. Le rapport mentionne une possible négligence, a-t-elle dit, et une instabilité émotionnelle au foyer. Instabilité émotionnelle, ai-je répété. Eh bien, j'ai pleuré devant un film Disney une fois, mais... Daniel a serré mon bras. Traduction, arrête de plaisanter avant qu'il ne pense que tu es déséquilibré. Nous lui avons montré la cuisine, le salon propre, la chambre d'Ivy, avec explosion d'animaux en peluche incluse. Ivy s'est accrochée à moi tout le temps, ses petits doigts collants de cire de crayon et de peur. La femme s'est agenouillée. Est-ce que tu te sens en sécurité ici, a-t-elle demandé doucement. Ivy a hoché la tête si fort que j'ai cru que son cou allait se casser. Ma maman fait des crêpes, a-t-elle dit. Des bonnes. La femme a souri à ça. Ça a aidé un peu. Quand elle est partie, elle a dit, pour le moment, je ne vois rien d'alarmant. Ivy a demandé, est-ce que j'ai des ennuis? Non, ai-je dit. Est-ce qu'ils vont m'emmener? Non, ai-je dit à nouveau. Cette fois, je ne mentais pas. Mais le fait qu'elle ait eu à demander ça a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas être encore cassable. L'audience pour la garde a été exactement le cirque auquel je m'attendais. Marc est arrivé en ressemblant à quelqu'un qu'on aurait mal repassé. Son avocat, payé par 2 retraités vindicatifs avec trop de temps libre, a essayé de tisser une histoire sur l'envie de renouer et des inquiétudes sur la stabilité d'Ivy. Le juge a demandé à Marc où il vivait. Il a hésité. A demandé s'il avait un emploi. Il a hésité encore plus fort. A posé des questions sur sa sobriété. Il a échoué. Un test sur place. Daniel a serré ma main, et pendant une seconde, j'ai cru que j'allais pleurer juste là. Pas de peur cette fois, mais d'un chagrin que je ne m'étais pas autorisé à ressentir sur la petitesse de l'homme qu'était vraiment le père biologique d'Ivy. Le juge a rejeté la requête si vite que le bruit du marteau a ressemblé à une porte claquant sur des années d'effroi. C'était fini. Sauf que ce n'était pas le cas. Parce que perdre n'a pas arrêté Henri et Véronica. Cela les a seulement rendus désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. Après le désastre de la garde, les choses sont devenues calmes. Pas un calme paisible, un calme avant le tsunami. Daniel s'est jeté dans son nouveau rôle. J'ai fait semblant de ne pas remarquer combien de fois il rentrait à la maison en ressemblant à quelqu'un dont on aurait essoré la vie avant de le suspendre pour sécher. Puis, un soir, il est rentré tard, plus que tard, le visage pâle. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Mon cœur a chuté. Qui est mort? Pas qui. Sa voix s'est brisée. Quoi? Il s'est assis lourdement à la table, s'est frotté les yeux, puis l'a dit. Ils ont trouvé une fraude dans l'entreprise. À qui, ai-je demandé, même si une partie de moi le savait déjà. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé longuement, fatigué, vide. Mes parents, a-t-il dit. La pièce a basculé. Genre fraude fiscale, ai-je demandé. Genre crime fédéral, a-t-il dit. Je me suis reculé. Eh bien, je suppose qu'ils se sont enfin trouvé un passe-temps. Il n'a pas ri. Cara, c'est grave. Des années à détourner de l'argent, fausses dépenses, comptes mal déclarés. Les auditeurs ont trouvé des choses là où elles ne devraient même pas exister. Pourquoi personne n'a rien remarqué avant, ai-je demandé. Ils l'ont bien caché, a-t-il dit. Trop bien. Mais quand la direction change,
les gens regardent de plus près. Ils ont tout trouvé. Je l'ai fixé. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Il a dégluti. Le conseil d'administration a transmis le dossier aux autorités. À cause de toi. Non, a-t-il dit fermement. Parce que c'est leur obligation légale. Mais aurais-tu pu les arrêter, ai-je demandé. Il m'a regardé avec quelque chose de fragile dans les yeux. Aurais-je dû? J'ai pensé à Ivy. Sa peur silencieuse et tremblante. Elle demandant si quelqu'un allait l'emmener. Son petit corps pressé contre le mien pendant qu'une étrangère scannait notre maison à la recherche d'un danger qui n'était pas là. Non, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû. Daniel a hoché la tête une fois, comme s'il avait attendu de m'entendre le dire. Les mois suivants ont été un flou de retombées. Henri et Véronica ont pris des avocats. Ils ont négocié. Ils ont paniqué. À la fin, ils ont signé un accord qui leur a retiré tout ce qu'ils avaient toujours amassé. La maison vendue, les voitures parties. La réputation en cendres. Les amis soudainement silencieux. Les invitations disparues. Ils ont évité une peine de prison sérieuse parce qu'apparemment, l'argent peut acheter de bons avocats même quand on en manque rapidement. Mais ils ne s'en sont pas sortis indemnes. Loin de là. Ils ont emménagé dans un endroit beaucoup plus petit, le genre avec des voisins, des bacs de recyclage et pas de personnel. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran d'un article de presse. Leur nom était en tendance. Pas pour de bonnes raisons. Je n'ai pas lu les commentaires. Je n'en avais pas besoin. Ivy a recommencé à faire ses nuits. Elle a arrêté de demander si elle était un regret. Elle a recommencé à dessiner des chats avec 4 pattes, des chats normaux. Elle appelait Daniel sans hésitation. Il a pleuré dans le garde-manger, doucement, pensant que je ne l'entendais pas. Les gens me demandent parfois si je me sens vengé. Non. Je me sens soulagé, fatigué, protectrice, humaine. Parfois, je me demande si nous sommes allés trop loin en laissant tout se dérouler ainsi. Si nous aurions dû intervenir. Si peut-être, quelque part sous toute cette cruauté, il y avait eu autrefois quelque chose de bon en eux. Puis je me souviens de la petite voix d'Ivy demandant « Pourquoi a-t-elle dit que je ne suis pas une fille ?» Et je connais la réponse. Alors dites-moi, est-ce qu'on est allé trop loin en laissant ses parents tout perdre? Ou est-ce que c'était mérité, après qu'ils aient essayé d'arracher ma fille de mes bras?